Guinée-Bissau, le président reste au pouvoir jusqu'à l'organisation de la prochaine présidentielle prévue pour novembre. La décision émane de la CEDEAO, médiatrice dans la crise politique qui secoue le pays. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a promis de s'attaquer aux intérêts turcs en Libye, accusant Ankara de soutenir militairement ses rivaux du gouvernement d'union nationale. Au Japon s'est achevé le sommet du G20 sur une note à demi-teinte. Les chefs d'État sont parvenus in extremis à se mettre d'accord sur une déclaration finale qui intègre à la fois défense de l'environnement et commerce équitable et libre. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En bref et en l'image, au Sénégal, la police a dû procéder à plusieurs arrestations en fin de semaine écoulée. Des arrestations survenues dans le rang de manifestants ayant décidé de battre le macadam en dépit d'un communiqué préfectoral interdisant tout rassemblement ce week-end. En effet, en fin de semaine, ils avaient été annoncés 3 à 4 manifestations pour soit interpeller le gouvernement sur des questions de société et des scandales comme l'affaire de Potvin qui touche Aliou Sall, le frère du président, soit pour saluer les efforts du chef de l'État en termes de gouvernance et de développement. Trop de manifestations que la préfecture dit ne pouvoir gérer, à la fois une réponse qui pour certains manifestants n'est qu'un prétexte. Ils appellent à la poursuite de la mobilisation tout en dénonçant l'arrestation de certains de leurs. Je vous invite à présent à suivre l'un des manifestants sur des propos recueillis par Tchèque Berthet, notre correspondant sur place. Sur le trottoir, on vous arrête. On n'a même plus le droit d'être libre sur le trottoir dans ce pays-là. Ce pays-là est une dictature. Personne n'a le droit, même sur un trottoir, de marcher dans ce pays-là. Voilà ce qui se passe. En 2019... Nous sommes ici aujourd'hui pour manifester contre la spoliation de nos ressources. Nous sommes aussi aujourd'hui pour exiger la transparence sur nos ressources naturelles, particulièrement nos ressources pétroliers et gaziers. Et exiger aussi la transparence sur les contrats pétroliers et gaziers signés par le président Macky Sall dans des conditions extrêmement nébuleuses. Nous avons senti que le régime aujourd'hui tentait de nous intimider et de nous bâillonner. Et nous allons faire face en tout cas. Nous n'allons pas reculer, Rien ne peut nous dissuader de nos ambitions et de nos objectifs qui est de réclamer justice, qui est de réclamer la transparence sur la gestion de notre pays, particulièrement sur la gestion de nos ressources pétrolières et gazières. Aussi, nous allons manifester parce que c'est un combat citoyen, c'est un combat tout simplement pour le peuple, c'est un combat qui vise à tout simplement recouvrer les deniers publics perdus, recouvrer tout simplement les avoirs, en tout cas nos avoirs perdus dans ces contrats signés par le président Macky Sall. En Guinée-Bissau, le président reste au pouvoir jusqu'à l'organisation de la présidentielle de novembre prochain. La décision émane de la CEDEAO, médiatrice dans la crise politique qui secoue le pays. Plus de précisions à travers ce reportage. Le président de la Guinée-Bissau reste à la tête du pays, mais laissera la conduite des affaires au gouvernement qui doit être constitué et maintenu jusqu'à la tenue de la prochaine présidentielle. Ainsi, en a décidé la CEDEAO, médiatrice dans la crise politique qui secoue ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Le mandat du président José Mario Vaz, venu à expiration le 23 juin, le pays, depuis, est en affaires courantes et ce, jusqu'à la présidentielle du 24 novembre prochain. Semaine écoulée, les députés de la majorité avaient adopté à l'unanimité une résolution autorisant le président du Parlement, Cipriano Kassama, à assurer l'intérim du président Vaz. La décision n'a pas manqué de conséquences. La CEDEAO prendra toute autre mesure. Selon la décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la gestion du pays échouera finalement au Premier ministre Aristide Gomez. Ce dernier s'attellera instamment à la mise en place d'un gouvernement au plus tard le 15 juillet et s'engagera par la suite dans les préparatifs de l'élection présidentielle. Le dit document précise en outre qu'un nouveau ministre de la Justice sera nommé sur la base d'un consensus entre le gouvernement et la majorité avant le 3 juillet. Reste à observer l'application stricte des dites mesures. Au Burundi, la commission électorale a fixé la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 au 20 mai, 5 ans après le début d'une crise ayant débuté avec l'élection présidentielle précédente. Le Burundi, en effet, est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat. Il avait été d'ailleurs réélu en juillet de la même année. Reportage.
Le premier tour de cette présidentielle a été couplé aux élections législatives et communales, alors que l'éventuel deuxième tour de la présidentielle a été fixé au 19 juin et la prestation de serment du président élu au 20 août, selon un calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Les violences et la répression qui ont accompagné la crise auraient fait au moins 1200 et déplacé 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les estimations de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête au Burundi. Le président burundais avait toutefois surpris les observateurs en assurant qu'il ne se présenterait pas à sa propre succession en 2020, alors que la nouvelle constitution adoptée en 2018 le lui permet. Ces élections seront un non-événement qui ne va pas amener une solution à la crise qui assaille notre pays depuis 2015, a réagi Jean Minami, le président du CNARED, une plateforme qui regroupe une partie de l'opposition en exil. Le Burundi va plutôt continuer à s'embourber un peu plus dans la crise. Minami a évoqué une nouvelle fuite en avant car selon lui, le président Pierre Nkurunziza fonce vers ces pseudo-élections en excluant l'opposition externe après avoir refusé toute négociation avec nous, référence à l'échec du dialogue inter-burundais de sortie de crise. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale en Libye ont présenté samedi à des journalistes des armes modernes de fabrication américaine et chinoise. Elles affirment les avoir saisies dans une base des combattants rivaux du maréchal Khalifa Haftar. Reportage. La reprise de Gariane par les forces du gouvernement d'union nationale pourrait être un tournant important pour les militaires libyens. Mais cet événement pourrait aussi mettre dans l'embarras les Émirats arabes unis. Car si le pays ne cache pas son soutien pour les rebelles, il vient d'être révélé qu'il leur aurait aussi fourni des armes achetées aux États-Unis, ce qui est évidemment formellement proscrit. Dans les caisses, 4 missiles anti-chars Javelin, armes de fabrication américaine ultra puissantes avec une technologie infrarouge à 170 000 $ l'unité. C'est la découverte des troupes du gouvernement d'union nationale libyen dans une base tenue jusqu'alors par les hommes du maréchal Khalifa Haftar. Ça, ce sont des armes de fabrication américaine. Et ça, ce sont des armes de fabrication chinoise. Le contrat qui est écrit dessus vient des Émirats arabes unis. Ce sont les armes que nous avons trouvées dans le campement de Garnian, le jour où nous avons libéré la ville des forces d'invasion. Nous avons trouvé des armes modernes, alors que la Libye est sous embargo. Ces armes que l'on a trouvées ont été importées de certains pays. Ces pays devraient utiliser ces armes pour se défendre. Mais au lieu de cela, ils se sont impliqués dans le conflit et le bain de sang libyen. La plupart sont des armes américaines à guidage laser, comme vous pouvez le voir. La ville au sud de Tripoli était en effet stratégique pour les hommes du maréchal Haftar qui encerclent la capitale. Washington reste pour le moment prudent sur cette information compromettante concernant l'un de ses principaux alliés au Proche-Orient, les Émirats arabes unis. Et comme pour répondre à ses adversaires, le maréchal Khalifa Haftar a promis de s'attaquer aux intérêts turcs en Libye, accusant Ankara de soutenir militairement ses rivaux du gouvernement d'union nationale. Reportage. La principale base arrière des forces de Haftar de la ville de Garian, désormais aux mains du gouvernement d'union nationale UNIA. Après avoir essuyé ce revers inoubliable dans le cadre de son offensive sur Tripoli, l'homme fort de l'Est libyen a ordonné à ses forces de prendre pour cible les navires et intérêts turcs, d'interdire les vols depuis et vers la Turquie et d'arrêter les ressortissants turcs en Libye, selon son porte-parole, le général Ahmad El-Mesmari. Les troupes du maréchal Haftar, lancées depuis près de 3 mois à la conquête de Tripoli, accusent la Turquie de soutenir l'UNIA reconnue par la communauté internationale et basée dans la capitale libyenne. Mais à Tripoli, ses rivaux ont démenti catégoriquement la présence de militaires étrangers ou de nationalité turque dans les territoires sous l'autorité d'UNIA. Les menaces contre la Turquie interviennent au lendemain de l'annonce de la reprise par les forces pro-UNIA de la ville de Garian à une centaine de kilomètres de Tripoli. Le maréchal Haftar en avait fait son centre d'opération pour l'offensive contre Tripoli, situé à plus de 1000 kilomètres de son bastion de Benghazi.
Au Kenya, la technologie photographique de pointe permet de combattre le braconnage. À Oipégia, une réserve animalière privée sur le plateau de Laikipia, l'expérience est concrète. Reportage. Cette réserve kenyane abrite les 2 seuls rhinocéros blancs du Nord qui restent sur Terre parmi d'autres géants menacés. Chaque matin, aux confins de la réserve animalière d'Oipégia, un ranger à l'uniforme kaki efface soigneusement les empreintes au sol d'animaux pour les protéger d'éventuels braconniers. La méthode est ancestrale, mais le ranger peut désormais compter sur de nouveaux outils. Fixé à un mât, une caméra à 360 degrés filme la zone et relaie 24 heures sur 24 de possibles intrusions au quartier général de la réserve. Si j'avais un reproche à faire au monde de la conservation, c'est qu'il a tendance à être assez lent à adopter les nouvelles technologies et à adopter de nouvelles façons de faire les choses. Il faut changer cela. Nous voulons donc être en mesure de protéger notre faune. Nous voulons voir augmenter le nombre d'espèces sauvages. Nous voulons nous assurer que la biodiversité est très diversifiée, que toutes ces espèces se trouvent au même endroit. Si un braconnier entre dans le couloir aujourd'hui, ou même maintenant, cette caméra va le capturer et nous dira s'il s'agit d'une personne et nous dira combien il y a de personnes. Ce qu'elle transporte, on peut le voir aussi sur la photo. Nous pouvons alors envoyer nos équipes de sécurité pour aller les arrêter avant même qu'ils ne fassent du braconnage. Le mois dernier, Oipégia a lancé ce qu'elle présente comme le premier laboratoire high-tech pour la faune, un centre de recherche situé au cœur du sanctuaire et destiné à intégrer les nouvelles technologies à la gestion quotidienne des réserves animalières. La réserve utilise déjà des puces électroniques très économiques et d'une durée de vie de plusieurs années pour localiser les troupeaux de bétail des communautés environnantes. À Osaka, au Japon, s'est achevé le week-end le sommet du G20 sur une note à débitante. Les chefs d'État et de gouvernement des pays industrialisés et des grandes économies émergentes sont parvenus in extremis à se mettre d'accord sur une déclaration finale qui intègre à la fois un appel à la défense de l'environnement commercial libre et équitable et également au respect de l'accord de Paris sur le climat. Mais une nouvelle fois, les États-Unis ont refusé d'endosser ce dernier point. Le reportage pour plus de précision. À Osaka, au Japon, les fruits n'auront pas pleinement tenu la promesse des fleurs lors du sommet du G20. Les négociations ont été extrêmement difficiles. Les tractations sur le climat auront été les plus éprouvantes. In fine, pas de recul sur le climat, mais pas d'avancée non plus. L'ambition climatique vigoureusement défendue par le président français Emmanuel Macron n'aura pas été au rendez-vous. Sur le commerce, comme en 2018, là aussi, déception. Le G20 a renoncé une nouvelle fois à la demande des États-Unis de condamner le protectionnisme, même si les 20 ont affirmé leur volonté de réformer en profondeur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La seule avancée notable concerne la guerre commerciale que se livrent depuis des mois Américains et Chinois. En marge de la réunion, une trêve a été conclue par Donald Trump et Xi Jinping. Washington renonce à imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations de produits chinois et les négociations en vue d'un accord devraient très bientôt reprendre. Pour de nombreux observateurs, le sommet d'Osaka a été littéralement pris en otage par la rencontre entre l'Américain Donald Trump et le Chinois Xi Jinping en conflit ouvert depuis des mois sur des questions commerciales. Et comme l'année dernière à Buenos Aires, le principal événement du G20 a été un rendez-vous qui, au fond, n'aura rien à voir avec le G20 lui-même. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.